Bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas si on vous a prévenu, mais j'ai reçu un message hier. Finalement, la session ne sera pas en 200, ça sera du 400. Et on fera l'intégration du lock interne de ZFS dans Lustre. J'espère que ça vous convient à tous. Bon, désolé, on est le 2 avril. Alors, je me présente, je suis Arthur Petitpierre. Je suis Solution Architect spécialiste, donc je couvre un petit domaine étroit. Entre autres le stockage, mais aussi le calcul haute performance, donc tout ce qui est la simulation à l'échelle. Et je vais vous accompagner cet après-midi dans une session qui sera un panorama un petit peu global de nos solutions de stockage. Donc on commencera doucement, et puis on finira en vous faisant un petit zoom sur deux services qu'on a introduits cette année, qui s'appellent FSX for Windows, qui est un système de fichiers partagés à destination du système d'exploitation Windows, et FSX for Lustre, qui est un système de fichiers partagés distribués, plutôt à destination de machines Linux pour des travaux un peu performants. Mais je vous promets, on ne touchera pas de code, on ne regardera pas ZFS et on ne rentrera pas dans les détails de Lustre. Le stockage sur AWS, c'est une offre qui est assez pléthorique. Alors c'est aussi le début de notre offre. Le premier service offert par AWS en 2006, c'était S3. Ça reste un de nos services phares. C'est peut-être le service le plus utilisé par nos clients et le plus apprécié par nos clients. Et au-delà de S3, donc S3 étant notre service de stockage objet, on rentrera un tout petit peu plus dans les détails des différents types de S3 qu'on met à votre disposition. On dispose également d'autres typologies de stockage. On dispose de mécanismes de stockage bloc, qu'on appelle EBS, qui est un stockage bloc virtuel, donc des blocs accédés par les systèmes d'exploitation des instances EC2, qui sont distants des machines et qui vous permettent de manipuler des disques virtuels qui ressemblent soit à vos disques SAN, soit aux disques internes de vos machines, dans un mode un petit peu plus souple, dans la mesure où vous pouvez disposer de tailles extrêmement variables et de caractéristiques de performance également variables. Donc on aura des volumes EBS basés sur de la technologie SSD, des volumes EBS basés sur du disque magnétique, avec des caractéristiques qui seront différentes, et des modèles de prix vous permettant de choisir le niveau de performance qui corresponde le mieux à vos besoins. Le but ultime étant toujours d'aller choisir le niveau de performance juste suffisant pour répondre à vos besoins tout en minimisant vos coûts. Et on aura la capacité à vous aider sur ces aspects-là au travers de nos équipes de Solution Architect, des revues Well Architected Framework, pour requalifier si vous avez le sentiment de dépenser trop sur ces services-là. On dispose également de services qui vous mettent à disposition des systèmes de fichiers. Donc une sémantique où directement on monte un système de fichiers où on accède à des fichiers, on les ouvre, on les lit, on les écrit. Et dans ce domaine-là, on retrouvera le service EFS, qui est un système de fichiers de type NFS, mais distribué sur l'ensemble d'une région AWS. On retrouvera une offre qui permet de faire un pont entre vos systèmes on-prem et vos systèmes dans le cloud, qui est toute la famille des services autour de la Storage Gateway. Et on retrouvera enfin les systèmes de fichiers FSX dans sa version Windows et dans sa version Lustre. Également sur la partie objet, on retrouvera toutes les primitives de sauvegarde de long terme et d'archivage de long terme autour du service Glacier. Alors comment s'y retrouver dans toute cette famille de stockage ? Ce que je vous propose, c'est d'abord de regarder ce que font nos clients sur AWS en termes d'usage du stockage. Alors on a des clients qui utilisent le stockage sur AWS principalement pour des processus de sauvegarde et de restauration. Ça a l'avantage d'être assez simple comme typologie de workload pour commencer. C'est simple, c'est peu engageant et c'est intégré à la majorité des logiciels du marché. Donc vous pouvez laisser tout en place dans vos data centers et simplement configurer du backup dans AWS
en modifiant juste la manière dont vos logiciels de sauvegarde fonctionnent. Vous pouvez faire de l'archivage de plus long terme avec pas des besoins de conformité vis-à-vis de réglementations qui peuvent vous être appliquées. Vous pouvez y stocker du média. L'avantage étant une certaine souplesse, pas de gestion de capacité, pas de gestion de bande. Vous pouvez déplacer des home directories sur AWS, un service comme EFS est particulièrement adapté à ce besoin, FSx for Windows également. C'est assez facile à déplacer, on déplace juste des points de montage, on bouge les données. Vous pouvez construire un data lake sur AWS et on a un grand nombre de clients qui utilisent S3 comme source de leur comme stockage de données pour leur data lake, avec l'avantage d'une accessibilité des données et d'un contrôle très fin de l'accès aux données depuis plein de typologies d'applicatifs différents. Des accès en serverless au travers d'Athena, des accès au travers d'EMR, pour tous les types de traitements que vous pourriez avoir à faire sur ces besoins massifs de données. Et enfin, au travers de systèmes orientés fichiers comme EFS ou comme FSx for Windows, vous pouvez implanter vos applications critiques sans avoir à les transformer, avec un accès qui sera très similaire aux services de fichiers que vous pourriez avoir on-prem. Si je devais citer un exemple d'un client, je pourrais prendre celui de Stemcell, une biotech canadienne, qui a choisi de déplacer ses sauvegardes et ses restos dans AWS, avec de fortes contraintes sur l'accessibilité de ses données dans ses différents bureaux, et qui a utilisé pour ça AWS Gateway, qui leur a permis de disposer, au travers de la fonction de gestion de volume d'AWS Gateway, de tapes virtuelles, en réduisant leur temps de backup et de restauration, et en diminuant leurs coûts. Et l'utilisation de ce service-là leur a permis dans les 12 mois de fermer un data center. Plusieurs méthodologies pour faire du backup, de l'archive. On peut le faire sur toute la famille des services S3 avec différents niveaux de rétention et avec la capacité à déplacer les données d'une classe de stockage à un autre dans S3. Pour des applicatifs qui ne parleraient pas la sémantique objet, on peut faire ces backups dans EFS et puis éventuellement ensuite transporter de EFS vers d'autres types de stockage comme S3. Vous pouvez également utiliser EFS depuis les systèmes Linux comme Home Directory ou pour les systèmes Windows, utiliser pour les Home Directory la partie FSx for Windows. Pour vos applications critiques, là on retrouvera grosso modo 3 grandes familles de systèmes. EBS, si vous avez besoin d'un accès qui reste au niveau d'une instance. Vous savez peut-être que EBS ne permet pas d'attacher un volume à plusieurs instances, mais uniquement à une seule. Ou bien, si vous avez besoin d'un accès multiple au travers d'un système de fichiers EFS, ou enfin, dans le monde Windows, FSx for Windows. Un exemple d'un client, SiriusXM, qui souhaitait déployer de manière globale un processus média et qui avait la contrainte de ne pas pouvoir modifier le logiciel qu'ils utilisaient pour un accès de type objet. Donc ils étaient contraints d'avoir un accès de type fichier, pas de sémantique get-post, et la contrainte de devoir déployer très rapidement. Donc pas la possibilité de modifier ce logiciel pour qu'il s'accommode d'une autre sémantique. Ils ont fait le choix de le déployer sur EFS. Le déploiement a été extrêmement court, dans la mesure où la seule chose qu'ils avaient à faire sur la configuration de leur serveur était de changer la manière de faire les points de montage. La quote dit ça a pris 2 heures. Je peux imaginer que ça a pris un petit peu plus, mais la charge reste très faible. Et EFS, avec en frontal des instances EC2, leur a permis la scalabilité dont ils avaient besoin et d'atteindre très rapidement une échelle globale en pouvant répliquer cette configuration sur plusieurs régions. L'analyse de coûts a posteriori a montré que, y compris dans le cas de EFS, cela restait un bon choix. Les data lakes, je vous en parlais tout à l'heure, S3
présente l'immense avantage de ne pas avoir du tout à avoir à faire de forecast sur la quantité de données que vous allez stocker. Vous pouvez donc y consolider énormément de données. Vous pouvez gérer finement les droits d'accès sur ces données, choisir qui fait des traitements où et avec quelle permission. On vous met à disposition des modèles simplifiés de déploiement de Data Lake sur S3 et l'ensemble de nos outils de machine learning permettent l'ingestion de données depuis S3. Cas hybride. On en parlait tout à l'heure avec mon premier exemple de client. Je vous le reprends ici. Au travers de AWS Storage Gateway, vous pouvez exposer dans vos data centers, sous un format système de fichiers, des données qui seraient stockées dans S3 et organiser la synchronisation de ces données entre le monde on-prem et le monde S3 et ensuite profiter des avantages de S3 pour soit traiter ces données ou pré-traiter ces données dans Lambda, en faire un archivage de plus long terme dans des classes de stockage moins coûteuses de S3 ou l'utiliser comme un data lake. Pour transférer les données depuis on-prem, depuis des systèmes autonomes, depuis de l'IoT, vous disposez d'une multitude d'options qui vous permettent de déplacer ces données. Alors, Direct Connect, on sera plutôt sur la partie connexion réseau entre vos sites et les data centers AWS. Kinesis Firehose, Kinesis Data Stream vous permettra de faire de l'ingestion consolidée vers, par exemple, S3. S3 Transfer Acceleration vous permettra de disposer d'une rapidité de transfert plus élevée entre vos sites et les régions AWS sur S3. Si vous souhaitez des devices, parce que vous, par exemple, vous ne disposez pas de bande passante suffisante vers le cloud, vous pourrez vous tourner vers toute la gamme Snowball, qui sont peut-être les seuls devices physiques que nous mettons à votre disposition. C'est une grosse boîte, je crois qu'il y en a une au premier étage. C'est une grosse boîte qui contient un serveur avec beaucoup de disques que vous pouvez vous faire livrer sous 2 jours. Il dispose d'une connectique 10 gigabits voire 40 gigabits. Il expose soit un point de montage, soit un service S3, soit un point de montage de type NFS ou de type CIFS. Vous injectez vos données. Quand vous avez fini, vous renvoyez le Snowball dans un data center AWS et les données sont injectées dans votre bucket S3. Si vraiment vous avez beaucoup de données, la Snowmobile fait la même chose. Snowball 100 Tera de données, c'est déjà significatif. Si vous en avez significativement plus, vous pouvez utiliser plusieurs Snowball à la suite. Si vraiment vous avez énormément de données, la Snowmobile c'est 100 pétas, un joli camion. Alors on n'est plus tout à fait dans le device que l'on peut commander sur la console AWS, c'est un peu plus un mode projet. Mais nous sommes à votre disposition. Alors pour la petite histoire, quand j'ai vu l'annonce de la Snowmobile, il se trouve que j'étais pas très loin de notre business développeur stockage. Je me suis dit mais 100 pétas, vous avez dû prévoir un peu large, on doit avoir des clients qui ont au moins 50 pétas, c'est intéressant déjà à transférer. Et là il a rigolé, il m'a dit non, on a pris 100 pétas parce que c'est ce qu'on arrivait à rentrer dans un camion. Mais la réalité c'est qu'on a plusieurs clients qui en ont eu besoin de plusieurs. D'accord. Je crois qu'on n'en a pas encore fait en France, mais je compte sur vous. Hein. Un service qu'on nous a demandé très longtemps, qui est un serveur FTP hébergé. On vous a écouté, SFTP pardon, hébergé. On vous a écouté, on dispose aujourd'hui d'un service SFTP managé, donc qui vous économise le fait de monter un serveur pour aller récupérer des données en SFTP. Il se trouve qu'il y a un certain nombre d'applications legacy qui ont ce besoin-là, donc on l'a fait, j'étais assez surpris, mais ça répond à un besoin. Parlons un petit peu des nouveautés que l'on a sorties cette année sur la partie stockage. Alors, on a sorti plein de choses, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Sur toute la partie stockage objet, donc la famille S3, vous avez dû voir dans la presse un certain nombre d'entreprises qui ont laissé des buckets S3 ouverts à toute la planète.
C'est en général pas très très bon pour leur image, ça n'est pas bon pour la nôtre non plus. Et on est sensible à la vôtre comme à la nôtre. On a donc mis en place un outil qui permet de bloquer l'accès à des buckets publics, y compris du fait d'une fausse manip. Donc vous pouvez maintenant, sous forme d'une politique d'entreprise, décider que l'ensemble de vos buckets seront bloqués à l'accès public. Et c'est quelque chose que vos administrateurs ou vos développeurs ne pourront pas déverrouiller, ou en tout cas pas avec les droits que vous leur accordez généralement. Donc vous avez la possibilité de vous protéger contre les erreurs que pourraient faire vos équipes. Dans les choses notables, on a relevé les niveaux de performance de S3 pour monter plus haut en nombre de transactions, à la fois en lecture comme en écriture. Avant, on vous proposait des manières un petit peu particulières de définir les noms de vos objets dans les buckets S3 pour disposer des meilleures performances. Cette remontée en performance vous donne un petit peu plus de souplesse dans ce domaine-là. On citera également les batch operations qui vous permettent de, en une commande d'API, appliquer un traitement similaire sur un très grand nombre d'objets. Et je ne vous les listerai pas toutes parce que sinon on y passera l'après-midi. Peut-être sur la partie bloc, un point également à souligner. On a doublé la quantité d'IOPS que l'on peut absorber sur un certain nombre d'instances, sur les instances plutôt de dernière génération. Et on a également modifié les performances par défaut des volumes EBS GP2, qui sont le volume EBS par défaut que vous utilisez quand vous lancez des instances Amazon. Donc sans changer le modèle de prix, vous disposez maintenant sur vos instances EC2 de volumes EBS qui sont plus performants que par le passé. Je vous propose de faire maintenant un petit zoom sur les fonctionnalités principales de S3 et les différentes classes de stockage. Quel est parmi les multiples intérêts d'utiliser S3, on va en souligner quelques-uns. Un contrôle très très fin sur ce que vous pouvez faire en termes de droits, de permissions et de modèles d'accès sur S3 au travers des politiques IAM que l'on met à votre disposition. Vous pouvez mapper sur ces politiques la totalité des problématiques d'accès que vous pouvez avoir dans votre entreprise pour respecter les différentes normes auxquelles vous êtes peut-être soumis. On le rappelle toujours, S3, c'est 11,9 de durabilité. 99,9999. Comment on atteint ce niveau de durabilité? On l'atteint en faisant de multiples copies de vos données dans chaque zone de disponibilité dans une région et des copies dans chacune des zones de disponibilité. Donc, y compris dans le cas où on perdrait un data center, voire 2 data centers, vos données sont toujours là, et vos données sont toujours là en de multiples copies. Et je le rappelle également, parce qu'on me repose la question régulièrement, lorsque vous choisissez de mettre vos données dans une région AWS, elles n'en sortent qu'à votre propre initiative. C'est un engagement très fort de la part de AWS. Lorsque vous mettez vos données dans notre région de Paris, les données restent dans la région de Paris. Les données ne vont pas se promener sur un data center américain, les données ne vont pas se promener sur notre data center à Francfort. Elles restent dans le data center dans lequel vous les avez écrites. Vous pouvez les supprimer. Précision aussi, quand vous supprimez des données, je le dis parce que j'ai vu un cas client la semaine dernière, elles sont réellement supprimées. Et j'ai observé la semaine dernière un cas où un client a malencontreusement effacé une donnée critique. On ne l'a plus. Soyez prudents. Vous avez vraiment le contrôle complet. S3, l'endroit idéal pour implémenter vos data lakes, on en a parlé tout à l'heure, à la fois en termes de durabilité, de disponibilité, de passage à l'échelle. Vous pouvez stocker de quelques gigas à quelques centaines de pétas, voire plus. De notre point de vue, c'est un système unifié. Donc l'échelle de S3, c'est pas seulement la vôtre, c'est l'échelle de tous nos clients en même temps. Vous aurez du mal à le saturer. Et c'est vrai à la fois en termes de volume de stockage,
qu'en termes de performance, à la fois en nombre de transactions, on a des clients qui lisent des dizaines, des centaines de téras par jour dans S3. Des fonctionnalités extrêmement riches en termes de sécurité, d'audit et de conformité. Vous pouvez loguer la totalité des accès qui sont effectués sur S3 avec les credentials de qui les a accédés ou les IP d'origine des différents points externes d'accès. Vous pouvez contrôler finement l'accès à la fois au bucket, à des sous-ensembles dans un bucket, à des objets dans un bucket. Vous pouvez disposer d'outils qui analysent vos données dans S3, je parlais d'Athena tout à l'heure, et vous disposez d'une grande gamme d'outils qui vous permettent d'ingérer les données dans S3. S3, on imagine souvent un service, c'est un grand nombre de classes de stockage de données. Le premier qu'on utilise en général, c'est la version standard de S3 avec un modèle de prix extrêmement simple. Vous payez au prorata de la quantité de données que vous stockez dans S3. Quand vous allez commencer à vouloir optimiser un peu les choses, historiquement on disposait d'un premier service qui s'appelait S3 IA, Infrequent Access. C'est un service dans lequel, au prorata de la quantité de données que vous mettez, vous payez moins cher que dans S3 standard. En revanche, chaque fois que vous accédez à un objet dedans, vous payez une petite quantité. Si vous accédez peu souvent vos données, c'est plus économique que d'utiliser S3 standard. La problématique néanmoins, même si on vous met à disposition des outils pour faire transiter les objets d'une classe à l'autre, c'est quelles règles établir pour faire ces transitions. On a observé que pour certains de nos clients, c'était quelque chose qui était relativement compliqué. Et donc on a apporté un nouveau modèle que l'on appelle S3 Intelligent Tiering, qui permet d'appliquer des modèles de machine learning au déplacement intelligent de vos données. Donc vos données, en fonction des patterns d'accès, migreront automatiquement d'une classe de stockage à l'autre pour réduire automatiquement votre facture. J'évoquerai plus tard les différentes classes de Glacier, je vous les détaillerai donc pas tout de suite. S3 Intelligent Tiering, les données vont donc passer toutes seules d'une classe à l'autre de stockage. Et si elles passent sur la classe Infrequent Access et qu'à nouveau vous vous mettez à les réutiliser, elles migreront toutes seules vers la partie standard. On a sorti il y a maintenant 2 semaines, je crois, Glacier Deep Archive. Glacier Deep Archive, c'est une version pour vous permettre de stocker à très bas coût des données de très long terme. Stockage réglementaire, archives de données médicales, ce type de données. Pour obtenir ces niveaux de coût extrêmement bas, la contrepartie, c'est qu'on dimensionne nos systèmes pour vous ramener les données à des débits qui ne sont pas extrêmement élevés. Donc, comparé à la latence très très faible que vous avez d'accès à vos données dans S3, sur Glacier, vous pouvez mettre jusqu'à 12 heures pour récupérer vos données. Donc évidemment, ça n'est pas du tout adapté à stocker des données qui seraient les images d'un site web. Par contre, pour de la donnée de très long terme, à laquelle vous n'accéderez peut-être jamais ou très peu souvent, c'est extrêmement adapté et le niveau de coût est beaucoup plus faible. Un dernier point sur S3, la partie One Zone Infrequent Access. Pour réduire les coûts de cette partie-là, ce que l'on fait, c'est que l'on stocke les données dans une seule zone de disponibilité. Ça nous permet de baisser les coûts, on utilise moins de hardware pour stocker vos données. Donc vous payez moins. Par contre, ce qu'on vous recommande, c'est de n'y stocker que des données que vous avez la capacité de régénérer facilement ou dont vous disposez d'une copie ailleurs. Ça peut donc être pratique pour de la sauvegarde de données, mais dont vous disposez d'une copie ailleurs, du disaster recovery, ou de la donnée précalculée, type données dérivées d'analyse. Je vous propose maintenant de faire un rapide zoom sur FSX for Windows, donc nouveau service de partage de fichiers à destination des OS Windows.
D'après les analystes, 2/3 des instances Windows qui sont lancées dans le cloud public sont lancées sur AWS. Gérer un système de fichiers, pour Windows ou pour d'autres systèmes d'ailleurs, c'est toujours un peu un défi. Il faut gérer le matériel, la capacité, acheter ce matériel, le faire maintenir, le configurer. Ça représente un investissement. Et puis côté logiciel, il faut l'installer, le configurer, vérifier la sécurité, appliquer les correctifs, mettre en place des sauvegardes, analyser la sécurité. Dans le cloud, c'est un petit peu plus simple. Déjà, la partie matérielle, on la gère pour vous. En revanche, si vous partez d'une instance EC2 pour faire un serveur de fichiers, il vous reste toute la partie logicielle. Ça reste un travail relativement conséquent. Alors on s'est demandé comment vous le rendre plus simple, parce qu'on a constaté qu'effectivement ça ne vous l'était pas toujours. Et si on supprimait à la fois la gestion du matériel et la gestion du logiciel? C'est ce qu'on a fait avec FSX for Windows. L'idée c'est de vous mettre à disposition de manière managée, donc gérée par nous, un serveur de fichiers Windows qui expose un système de fichiers de manière complètement native sous Windows en utilisant la technologie Microsoft associée, NTFS, de l'export natif, intégré dans vos AD, avec le mécanisme DFS et la réplication associée, qui soit montable depuis des serveurs Windows. Évidemment, un grand nombre de cas d'usage pour ce type de stockage, des Home Directory, des applications business critiques, du serveur web sous Windows, de l'analytics. On a observé qu'effectivement vous aviez une grande créativité dans l'utilisation de ce service-là. Un autre service de fichiers, un petit peu plus pointu cette fois, et non je ne parlerai pas du ZIL pour les locks ZFS, FSX for Lustre. Alors, qui dans la salle a déjà entendu parler de Lustre? Ah, il y en a quelques-uns quand même, félicitations, merci. Lustre est un système de fichiers qu'on retrouve essentiellement dans le monde du calcul haute performance. C'est un système de fichiers distribué. Et donc, si on regarde un petit peu ce qui se passe quand on utilise des processus de calcul, en général on calcule parce qu'on calcule aussi sur beaucoup de données. Et donc on a des volumes de données en entrée qui sont très importants, qu'on a besoin de lire depuis un grand nombre d'instances en parallèle, au travers d'un réseau de préférence à haut débit, et on génère potentiellement beaucoup de données également en parallèle depuis un grand nombre d'instances. Alors à quoi ça ressemble? On peut récolter une très grande quantité de données, imaginons des capteurs, de l'exploration pétrolière, des séquenceurs d'ADN, importer toutes ces données dans S3, et ensuite on a deux options. Au moment où on calcule, soit on va copier les données vers EC2, et potentiellement les mettre temporairement soit sur de l'ephemeral storage associé aux instances EC2, soit dans les volumes EBS, ou bien on peut se fabriquer un système de fichiers parallèles distribués, tel que Lustre ou tel que GPFS. Mais encore une fois, comme dans le cas Windows, ça représente une quantité de travail relativement significative. On s'est donc dit, vu les difficultés que ça représente, qu'il y avait certainement une opportunité de répondre à vos besoins par un service managé par AWS dans lequel on aurait la capacité à prendre à la fois la configuration du matériel et la configuration du logiciel qui vient au-dessus de ce matériel-là. Et c'est pour cette raison qu'on a introduit Amazon FSX for Lustre. FSX for Lustre, c'est donc un service de fichiers parallèle distribué qui utilise le système de fichiers Lustre, qui est un système de fichiers open source, développé initialement par les grands labs calcul américains, par les labs du DOE.
et on met au travers de FSX for Lustre ce service-là à la disposition du plus grand nombre pour s'interfacer de manière la plus simple possible avec vos jeux de données existants. On le rend simple à configurer et simple à configurer pour une utilisation à l'échelle. Alors Lustre, qu'est-ce que c'est? C'est un système de fichiers parallèle. Ça veut dire que pour servir les fichiers, au lieu d'avoir une instance, un serveur qui met à disposition les fichiers vers plein d'instances, le système de fichiers est composé d'un plus ou moins grand nombre de serveurs. Et du fait de ce grand nombre de serveurs, on peut paralléliser les opérations de lecture et d'écriture sur plein de serveurs de stockage différents. Il est open source et on contribue à l'enrichissement de son code. Il est maintenant en production sur les grands centres de calcul depuis une quinzaine d'années. Il est présent sur une, pas grande, mais une relative majorité des systèmes de calcul. Il est utilisé dans plein de domaines différents, dans de l'imagerie, de l'analyse de données sismiques. C'est par exemple le système de fichiers qui est utilisé par le très grand calculateur de Total à Pau. Il est utilisé dans certaines sociétés qui font de l'analyse financière. Il est utilisé comme source de données pour faire du rendering ou dans le domaine de l'électronic design. Et dans AWS, on vous met à disposition ce système de fichiers, mais de façon complètement managée. Sans avoir à en gérer le provisioning, vous choisissez la taille que vous avez besoin et vous la faites évoluer à la hausse ou à la baisse. On l'a prévu avec la capacité de ramener les données depuis S3. Donc vous pouvez créer un système de fichiers et le prépopuler avec des données venant de S3. Et vous pouvez le déployer très simplement en quelques clics au travers de la console. Je vous parlais de performance. Avec Lustre, vous pouvez atteindre plusieurs centaines de gigaoctets par seconde et des millions d'IOPS avec une latence extrêmement faible. Donc on sera sur des niveaux de latence qui seront plus faibles que ceux d'un stockage objet comme S3. Un coût qui est différent également, on est plus élevé en termes de coût que sur quelque chose comme S3. Et la version de Lustre qu'on met à votre disposition aujourd'hui, elle s'appuie sur des SSD. On écoute vos retours, on a eu des retours de clients nous indiquant qu'ils souhaiteraient des versions plus capacitaires à des niveaux de prix moins élevés. Il est donc fort probable que dans le futur on dispose d'une version avec des disques magnétiques pour une version plus capacitive et moins orientée à IOPS. Aujourd'hui, le débit et les IOPS qu'offre Lustre sont proportionnels à la quantité de données que vous provisionnez. Donc quand vous lancez ce système de fichiers là, vous choisissez quelle quantité de données vous souhaitez. Et en fonction de la quantité de données, on va mettre un plus ou moins grand nombre de serveurs et vous allez disposer d'une bande passante plus ou moins grande en fonction de cette taille. Les systèmes de fichiers Lustre peuvent passer à une très large échelle. Si vous avez besoin de plusieurs dizaines de pétas et de plusieurs centaines de gigaoctets de bande passante, ils sont capables de les fournir. Comme je vous le disais tout à l'heure, on l'a intégré avec S3. Donc quand vous démarrez un système de fichiers Lustre, vous pouvez définir un bucket ou un répertoire dans un bucket dont vous souhaitez qu'il soit synchronisé avec le système de fichiers Lustre. Donc vos données sont copiées dans le système de fichiers Lustre à son initialisation. Vous les accédez avec une sémantique fichier. Et lorsque vous avez écrit vos résultats, Lustre dispose d'une commande qui vous permet de les réécrire dans S3. Vous pouvez donc vous servir de ce système de fichiers comme d'un espace de stockage de vos données temporaire, traiter vos calculs avec des performances élevées, puis réécrire les données vers S3 quand vous avez fini vos calculs. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi.